Bonjour YouTube, bienvenue dans cette seconde partie de VOD en direct du Sénat. Nous sommes toujours le 6 mai 2026. Il est 15 h et passé quelques minutes et nous sommes en direct du Sénat pour une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Je suis Saslil qui vous propose des contenus de politique, de pédagogie et de gaming. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner avant de regarder ce contenu. Je crois que j'ai été trop rapide dans mon introduction, le Sénat est pas prêt. C'est vrai qu'il y a toujours un petit tour de chauffe pour le Sénat. Oh, regardez, il y a tous les ministres qui sont là, qui attendent. Je crois qu'il va y avoir un hommage, parce que les ministres, il n'y a que Sébastien... Ah non? Non, il y en a d'autres qui sont là. Allez, on y va. La séance est ouverte. Est-ce qu'on a un hommage? Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, avant de débuter notre séance, Oui. Je voudrais avoir une pensée au nom de notre Assemblée pour le sergent Binchen du 1er régiment étranger du génie de l'Audin et le caporal-chef Axel de Planck du 6e régiment du génie d'Angers, qui ont tous deux, dans la nuit de lundi à mardi, trouvé une mort accidentelle dans un exercice de plongée. Le président Cédric Perrin, ainsi que les orateurs de l'ensemble des groupes, leur ont rendu hommage hier lors du débat sur les enjeux stratégiques de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Et je voulais rappeler cet hommage et remercier mes collègues qui se sont associés tous ensemble. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer dans la tribune d'honneur M. Ignazio La Russa, président du Sénat de la République italienne, et l'ensemble de sa délégation, accompagné par notre collègue Hervé Marseille, président du groupe d'amitié France-Italie. Ah bah Hervé Marseille, forcément. Et par son Excellence, Madame Emanuela D'Alessandro, ambassadeur de la République d'Italie en France. M. La Russa nous a reçus fin février au Sénat italien avec quelques-uns de nos collègues de divers groupes, et j'ai eu le plaisir de l'accueillir ce matin. Ce nouvel échange s'inscrit dans la perspective du prochain sommet entre nos deux pays qui devrait avoir lieu à la fin du mois de juin et procède du traité du Quirinal. Les relations entre la France et l'Italie sont naturelles, évidentes, tant nous partageons la même culture et souvent les mêmes intérêts, voire parfois les mêmes la même frontière. Elle est si évidente que nous avons peut-être tendance à penser qu'elle va de soi. Il a fallu attendre 2021 et le traité du Quirinal pour accorder à la coopération franco-italienne toute la portée qu'elle mérite. Maintenant que ce cadre existe, il s'agit de le faire vivre. C'est dans cet objectif que le président La Russa et moi-même avons signé ce matin un protocole de coopération entre nos deux institutions. Il instaure un haut comité parlementaire de coopération qui vise à favoriser l'échange d'expériences entre nos deux Sénats et à systématiser les relations entre commissions homologues avec une attention particulière à la coopération entre les collectivités locales, aux enjeux transfrontaliers et à la coordination dans les enceintes parlementaires européennes ou en matière de contrôle de subsidiarité. Mes chers collègues, permettez-moi à votre nom de souhaiter à M. Ignazio La Russa la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française. Ouais, en fait, je sais pas. Est-ce que ça vaut un équivalent de minute de silence pour vous? Sur l'échelle de la minute de silence, on se situe où par rapport à ça? Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil, abonnez-vous. À observer le respect des uns et des autres, bien évidemment, et celui du temps de parole. Et je donne la parole immédiatement au rapporteur général, Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Rapporteur général du Sénat sur les questions de budget, nous écoutons ce membre des Républicains qui ouvre le bal. Il y a 2 semaines, vous avez été interpellé sur la situation financière de la métropole Aix-Marseille. En réponse, vous avez affirmé, s'agissant des collectivités territoriales, que c'était la copie de la majorité sénatoriale qui a été retenue dans le projet de loi de finances 2026. Mais je vous cite, « La copie est dure, mais c'est celle que le Sénat a voulu ». Pour être à la fois objectif et factuel, je rappelle que votre gouvernement demandait plus de 4 milliards d'euros d'efforts aux collectivités, dont 2 milliards pour les seules intercommunalités.
Nous avons fait le choix ici au Sénat de diminuer l'effort des collectivités locales en le ramenant de 4 à 2 milliards et en ramenant l'effort des intercommunalités de 2 milliards à 1,5 milliard, c'est-à-dire 500 millions d'économies. Et Monsieur le Premier ministre, le PLF 2026 résulte, et vous le savez, d'un texte que vous avez proposé et obtenu après l'usage de l'article 49 alinéa 3. Monsieur le Premier ministre, à Marseille, vous êtes livré à une attaque injuste vis-à-vis du Sénat. Pouvez-vous donc clarifier cette mise en cause ? Ah oui, on ne s'en prend pas au Sénat. Attention, sinon on se prend tout l'attirail sénatorial dans la tronche. Et de la décentralisation. Oh, ça ronchonne, dis donc. Il m'arrive aussi d'aimer les chiffres, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, permettez-moi au nom du Premier ministre d'apporter une réponse à votre question importante. Je sais votre attachement aux chiffres, à leur précision et leur exigence budgétaire. Donc le Premier ministre a rappelé des faits. Nous savons, et c'était une façon de rendre hommage au Sénat, que de dire que la contribution demandée aux collectivités s'était effectivement au final élevée à 2 milliards et non pas 4 milliards, que le gouvernement lui-même avait porté le fonds de sauvegarde pour les départements de 300 millions d'euros à 600 millions d'euros, et que, monsieur le rapporteur, encore une fois, avec le respect et l'honnêteté qui nous caractérisent tous les deux, penchons-nous sur les chiffres. Force est effectivement de reconnaître que l'effort demandé aux collectivités est de 2 milliards. Ensuite, quand on rentre dans la répartition, qui est partie, il faut le dire, du Parlement, et c'est un fait, ça n'est pas un reproche, monsieur le rapporteur général, il est exact de dire factuellement que la répartition a plus particulièrement porté pour cet effort sur les intercommunalités. C'est pas ce que dit Jean-François Husson, c'est d'avoir qualifié le mot de copie dure. Qui ont été, pour des raisons que je ne juge pas, épargnées, et d'autres collectivités qui l'ont été un peu moins. Ça, c'est un fait. C'est ainsi que le budget a été fait, puisque le Parlement dispose, et c'est la règle en démocratie, et que je pense que nous devons sans doute regarder ces choses pour préparer un PLF 2027 qui nous permettra peut-être de corriger certaines choses. Et c'est pourquoi je me réjouis que le Premier ministre ait désigné une mission parlementaire dans laquelle figurera la sénatrice Sylvie Vermeillet pour faire des propositions pour le PLF 2027, mais aussi après, car je crois que nous avons globalement une réforme intense et profonde des finances locales à entreprendre. Je vous remercie. Jean-François Husson. Ah, j'ai perdu le chrono, voilà. Madame la ministre, on va se dire la vérité. Ah. Le bloc communal, c'est comme une intercommunalité. L'essentiel de la richesse sur le bloc communal repose sur l'économie. L'économie étant une compétence de l'intercommunalité, on a discuté avec l'AMF, Intercôte-France, avec les régions, les départements, et on a trouvé un accord sur une copie générale. Et s'agissant des territoires industriels, en plus, on a plafonné à 2% des recettes réelles de fonctionnement. Donc il ne faut pas être discourtois et il ne faut pas accuser le Sénat d'avoir eu la dent dure parce que ça a été négocié. Et puis, comme il y a beaucoup de transferts de compétences... Après, entre les différentes copies, c'est quand même le Sénat qui a eu la main lourde. Tout récent, à Nancy, on a un projet de cité judiciaire qui est arrêté depuis 6 ans. Qu'est-ce que le gouvernement vient de proposer un petit peu sournoisement la semaine dernière? C'est de dire, de conclure ton intervention. Je suis prêt à le faire, mais comme on a des difficultés, on demande à ce que les collectivités locales paient au pot pour 20%. Ça n'est pas entendable, c'est une mauvaise manière qui est réservée aux collectivités locales, qu'on se le dise. Bon, chacun campe sur ses positions. Merci. Ça va être bien. La parole est à notre collègue vous. Stéphane Foissin pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les macronistes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, permettez-moi de vous parler de territoires lointains, les Outre-mer, ces territoires si lointains que beaucoup depuis l'Hexagone les croient. Allez, je vous fais une prédiction. On les décrit, selon Auguste Lacaussade, comme des jardins luxuriants qu'emplissent de leurs champs la mer et les oiseaux, un vrai paradis. Mais ceux qui y vivent savent que derrière les couleurs éclatantes se cachent des réalités plus rudes, parfois l'enfer. Le travail manque cruellement. Se loger relève souvent du défi et chaque jour coûte plus cher qu'ailleurs. Ces territoires sont administrés par un gouvernement dont la mission principale est de veiller à l'équilibre et donner aux communautés locales les moyens de tenir debout.
Or, au mois d'avril 2026, Madame la ministre, ce gouvernement a pris des décisions nous faisant déchanter. Vous avez décidé de baisser les parcours emploi compétences, les PEC, à 15 000 pour cette année. Vous avez décidé de diminuer drastiquement les crédits de la ligne budgétaire unique, la LBU, à 127 millions, selon nos dernières informations, impactant durement le financement du logement social, laissant les familles et leurs enfants à la rue. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelques mois, vous laissez en suspens à l'Assemblée nationale un projet de loi attendu luttant contre la vie chère en Outre-mer. Ce qui se dessine n'est pas un ajustement technique, mais une inflexion politique au risque d'un décrochage social des territoires d'outre-mer. Malgré tout, mes chers collègues, j'ose espérer que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Elle appelle au contraire à une suite plus juste et pourquoi pas une fin heureuse. Cette fin, Madame la ministre, je vous laisse le soin de la compter en exposant votre plan pour ces territoires dont vous avez la responsabilité. Entendez-vous revenir sur ces décisions qui aggravent des déséquilibres déjà bien réels? Et surtout, quels moyens concrets comptez-vous donner aux collectivités d'outre-mer afin de leur permettre de poursuivre pleinement leurs missions essentielles? Je rappelle que c'est un macroniste qui vient d'engueuler le gouvernement là. C'est pas un opposant, c'est un macroniste. Ah, elle n'est pas là, la ministre? Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Fouassin, vous avez entièrement raison de rappeler ce que sont les territoires ultramarins, des territoires extraordinaires aux atouts et au potentiel considérable, des éléments de puissance pour la France, mais des territoires aussi qui sont confrontés à des problématiques majeures. Vous en avez cité un certain nombre, celle du logement social. Je suis évidemment bien consciente des difficultés actuelles. Vous avez évoqué la ligne budgétaire unique avec des chiffres qui sont tout à fait exacts, mais je voudrais compléter parce que notre ambition pour répondre à l'urgence sociale, elle est intacte. Il y a une baisse. Il y a eu une baisse dans le cadre de la loi de finances 2026 des autorisations d'engagement, mais une hausse des crédits de paiement. Il y a des mesures de gestion prudentielle qui sont prises, c'est vrai, de manière classique, notamment sous des formes de mise en réserve, mais il y a aussi tous les dispositifs que nous continuons à accompagner cette année. Je pense aux mesures de défiscalisation, par exemple. C'était 350 millions d'euros l'année dernière. Nous poursuivrons ces efforts. Je pense à ce que nous sommes en train de faire avec le grand plan logement qui a été lancé à Marseille par le Premier ministre et que portera mon collègue Vincent Jeanbrun, qui s'appliquera bien sûr au territoire ultramarin. Il y aura aussi un volet outre-mer dans le cadre de l'ANRU 3, un plan logement outre-mer 3, tous éléments que je prépare en ce moment même avec mon collègue Vincent Jeanbrun. Et ce n'est pas tout, je pourrais évidemment vous citer tout le travail que nous sommes en train de mener pour lever aussi les blocages. Cette réponse technocratique pour ne pas dire que ça ne bouge pas. Sur la construction de logements. À La Réunion, ce sont 250 millions d'euros qui sont engagés sur des opérations financées non encore livrées qui représentent 14 000 logements. Oui, c'est des autorisations d'engagement, pas des crédits de paiement. Mais ça, c'est de la comptabilité. Et tenter de répondre aux difficultés qu'ils soulèvent. Vous avez évoqué pas vous faire avoir. Cher. Nous l'avons dit, c'est la priorité des priorités pour le gouvernement. Ah bah oui. Il n'y a pas de mise en cause. Il y a un travail qui est en train d'être mené pour encore améliorer les dispositifs que nous souhaitons voir intégrés à ce texte pour que les résultats soient encore plus effectifs dans le quotidien de nos compatriotes. Et donc, il n'y a pas d'abandon de ce projet de loi sur la vie chère. Je veux vous rassurer. Et sur ce que vous avez par ailleurs évoqué, l'autre point... Les résultats, les résultats, plus tous ceux qui sont seuls, nous sommes au rendez-vous, plus lui, plus elle, plus tous les sénateurs. En dépit de ce que vous avez évoqué, nous aurons l'occasion encore d'en reparler, je le sais, vous et moi. Merci, monsieur. Alors que la prédiction n'est pas terminée. Hein. La parole est à notre collègue Marie-Pierre Bessin-Guérin pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la Allez, parole. les indépendants du Sénat maintenant. Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Le département de Loire-Atlantique a été frappé il y a un an par un drame qui a profondément marqué les Français, bien au-delà de notre territoire. Une attaque au couteau dans un lycée nantais a coûté la vie à une élève de 16 ans. Le 10 avril dernier, un autre tragique événement a eu lieu dans un lycée d'Ancenis où une jeune fille a été gravement blessée par un élève en situation de fragilité psychologique. Cette nouvelle agression interroge encore une fois sur la capacité de notre système éducatif à prévenir les violences et à accompagner les jeunes en grande souffrance psychologique. Selon le procureur de Nantes, le mis en cause du drame du mois dernier présentait des fragilités psychologiques connues
qui l'avait conduit à une prise en charge aux urgences psychiatriques. Et pourtant, ce drame n'a pu être évité. Face à la recrudescence des signalements de couteaux en milieu scolaire, plus 15% entre février 2024 et février 2025, le gouvernement a renforcé les contrôles des sacs, permettant la saisie de 525 armes blanches l'année dernière. Ces mesures, nécessaires à court terme, ne doivent pas exclure une véritable politique de prévention et d'accompagnement de la santé mentale des élèves. 2 rapports parlementaires de 2025 sur la santé mentale des mineurs dressent un constat alarmant. Près d'1 jeune sur 5 présente des troubles psychiques et l'école, souvent premier lieu de repérage, manque cruellement de moyens. Il était proposé la formation systématique des enseignants et des personnels éducatifs à la détection des signes de détresse psychologique, la création de cellules de soutien psychologique dans chaque établissement et surtout le renforcement des liens entre l'éducation nationale et les acteurs de la santé mentale. Au regard de ces propositions, lesquelles vous semblent prioritaires et quand envisagez-vous de les mettre en œuvre? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, M. Édouard Geffray. Vous avez coché votre case du bingo pour Geffray. Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez raison d'abord, la santé mentale est un enjeu majeur. Vous savez que j'en ai fait une de mes 3 priorités le jour de mon arrivée au ministère et nous avons joué des jeunes qui sont objectivement psychiquement vulnérables. Vous savez qu'un jeune sur 3 aujourd'hui connaît les troubles anxio-dépressifs au cours de sa scolarité entre le collège et le lycée. Plusieurs choses par rapport à cela, parce que le phénomène est en réalité extrêmement complexe. Et donc la réponse ne peut être que, ne peut que résulter d'une stratégie globale. D'abord, en termes de capacité humaine à repérer et à prendre en charge, vous savez qu'on a inversé pour la première fois la tendance en créant cette année en loi de finances des postes d'infirmières, de psychologues et d'assistantes sociales. Il faudra que cette trajectoire dure à l'avenir, à mon avis, dans une capacité évidemment... Mais quid de la carte scolaire? Première chose. Et nous avons d'ores et déjà 8000 ce qu'on appelle personnels repères, c'est-à-dire personnes qui sont plus experts, qui ont été formés dans le second degré pour pouvoir repérer, détecter et orienter les jeunes. Deuxième élément, je vous l'avais annoncé, mais nous croyez qu'il a un gage s'il touche à ses lunettes? Avec un retard qui nous est imputable, mais parce qu'on voulait être sûr que ça fonctionne. Nous mettons en place ce qu'on appelle le dispositif coupe-fil avec Stéphanie, la ministre de la Santé, qui permet en fait, quand un médecin ou une infirmière scolaire oriente un élève vers la médecine de ville, que celui-ci puisse être pris en charge. Puisque vous savez que autant nous pouvons détecter et orienter, autant nous ne pouvons pas assurer un suivi, si je puis dire, des élèves comme des patients au sein de la médecine scolaire. Troisième élément, et vous l'avez dit aussi, s'agissant des faits symptomatiques, nous avons massifié les contrôles avec Laurent Nunez. 20 500 contrôles en un an, 800 armes blanches saisies, pour là aussi prévenir à l'entrée, mais vous voyez que je le mets en bout de chaîne. Et puis le quatrième élément, pardon de leur dire, mais c'est quand même important, c'est que tout ne peut pas se faire à l'école. Il y a un moment où il y a des familles, et où ces familles, elles ont aussi un rôle à jouer dans la détection des troubles mentaux. Et puis il y a une société en son ensemble, et singulièrement, nous avons un enjeu que nous partageons avec les autres ministres de ce gouvernement, c'est la protection sociale de l'enfance, la protection de l'enfance, puisque je rappelle que sur les 5 adultes qui ont été poignardés l'année dernière dans le milieu scolaire, 4 l'ont été par des jeunes qui étaient sous mesures socio-judiciaires. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'il a un gage s'il touche à ses lunettes. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates, proches de, comment il s'appelle, Raphaël Guzman. Mesdames et messieurs les ministres, hier, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a rendu public son rapport sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Oui, pas que. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit « Ce rapport passe malheureusement à côté de l'essentiel et serait une occasion manquée ». Oui, pas que. Le président de la commission, lui, a dénoncé un projet politique. Les insinuations, les calomnies, les accusations mensongères n'ont pas leur place dans une commission d'enquête car elles portent atteinte à sa crédibilité. Et nous regrettons tous ce choix de l'hypermédiatisation qui discrédite plus largement tout le travail parlementaire. Je tiens à rappeler l'attachement du groupe RDSE à l'audiovisuel public. Un audiovisuel public de qualité et vertueux, ce qui n'interdit pas de l'interroger et appeler une gestion rigoureuse. Mais, alors même que nous nous inquiétons d'une forme d'entrisme et d'ingérence de groupes financiers dans le contrôle vertical de l'information, concentrant journaux, livres, radio et télé,
Ah oui, d'accord. pour diffuser leur idéologie et influencer les échéances électorales. Coucou Bolloré. Relayées par des réseaux sociaux complaisants, la nécessité d'une information sincère, de programmes éducatifs pour notre jeunesse, d'apports culturels pour l'éveil et l'épanouissement de nos concitoyens n'a peut-être jamais été aussi importante. Elle est nécessaire pour résister aux emprises des réseaux sociaux et garder une autonomie face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Des réformes seront nécessaires, avez-vous dit, Monsieur le Premier ministre. Alors, que comptez-vous faire pour garantir cet espace de liberté menacé ? J'ai eu peur un moment pour la question, mais finalement, la question me paraît très pertinente et légitime. Et à la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement, Madame Maud Brégeot. Par contre, j'ai peur de la réponse. Monsieur les sénateurs, monsieur le sénateur, d'abord je vous prie d'excuser Catherine Pégard qui est absente aujourd'hui et donc mais elle est où, je me Catherine ? permettrai de répondre à sa place. Commencer par dire d'abord que je partage comme porte-parole du gouvernement votre position sur la nécessité d'avoir un audiovisuel public fort, bien loin du démantèlement dont certains, que certains ont voulu mettre en avant ces dernières semaines, ce qui n'exclut pas le contrôle parlementaire et ce qui n'exclut pas un certain nombre de questionnements. Du reste, le rapport de la commission d'enquête est désormais public et dès la première lecture, ce qui frappe, comme l'a d'ailleurs indiqué le Premier ministre, c'est que ce rapport passe à côté de l'essentiel, l'avenir de l'audiovisuel public, son horizon à 10 ans, dans un paysage en transformation très rapide pour n'évoquer que le sujet du numérique. Or, pour l'instant, j'aime bien. Le gouvernement n'a pas attendu cette commission ni son rapport pour y réfléchir. Pour avancer, nous suivons un double principe de confiance et d'exigence. Je peux terminer ma réponse si ça ne vous embête pas, monsieur le sénateur. Confiance dans les journalistes et les équipes de ces médias qui produisent une information de qualité et jouent également un rôle majeur Elle est pour énervée, la création Maud. et la production Elle est énervée. visuelle et cinématographique. Faut pas lui souffler dans les bronches. Parce que le service d'audiovisuel public est un service public dont nous sommes en droit d'attendre évidemment le meilleur. Oui, et en Dans le déficit détail aussi. et sur le plan budgétaire Merci le d'abord, macroniste. un cadre pluriannuel exigeant a été défini dès la fin de l'année dernière. Les travaux sur de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens attendus depuis 2024 ont été engagés en début d'année. Comme l'a indiqué la ministre de la Culture, ils seront présentés à l'été au Parlement. Ces COM mettront au cœur de leurs priorités l'exigence d'efficience et de bonne gestion, cette exemplarité qui a été demandée par le Premier ministre afin que le secteur participe au redressement de nos finances publiques. En termes d'offres, ils mettront Donc on va encore sacrifier du service public. Que constitue pour l'audiovisuel public l'information et notamment l'information locale dans les territoires ainsi que l'accès à la culture à travers en particulier la création audiovisuelle et cinématographique. Enfin, et je terminerai par là, le gouvernement sera aussi attentif aux propositions qui seront formulées par le rapport de Bruno Lasserre sur la question de l'impartialité. Il s'agit là encore d'un principe essentiel fixé par la loi. Comme l'a souhaité le Premier ministre, le gouvernement est au travail pour construire le service public audiovisuel de demain. Nous connaissons sa richesse. C'est précisément pourquoi nous allons continuer à le transformer. On a passé le temps de l'interlude. Allez, monsieur Fialaire. Bah, dis donc, il est bien énervé, Gérard, là, hein ? Si tu maîtrisais un peu mieux le temps de parole, on n'aurait pas dépassé l'interlude, comme tu le dis. Le Sénat a fait aussi déjà une proposition. J'aime bien Gérard qui s'énerve comme ça sur le temps de parole, mais c'est lui qui ne le gère pas, son temps de parole. Je vous rappelle, c'est pour ça que je veux devenir président du Sénat, pour faire respecter l'ordre du temps de parole. Merci. Bah, pas merci à toi. La parole est de notre collègue Rémi Féraud, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Allez, les socialistes maintenant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Monsieur le ministre, depuis 2019, l'encadrement des loyers est autorisé par la loi Elan à titre expérimental et ce dispositif a fait ses preuves. Une étude montre ainsi que l'encadrement des loyers représente en moyenne une économie de 85 € par mois pour les locataires à Paris. Cela fait 1 000 € par an, un vrai gain de pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas qu'un enjeu parisien, celui-ci concerne toutes les zones tendues en matière de logement dans notre pays. Il s'agit aussi d'un outil de décentralisation à la main des territoires qui sont libres de s'en saisir, comme l'ont fait Paris, mais aussi Lille, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Est Ensemble, Pleine Commune ou la communauté d'agglomération du Pays Basque. L'encadrement des loyers, il n'est mis en place aujourd'hui que pour une période limitée et son expérimentation prend fin en novembre prochain. Ça veut dire que le temps presse. J'ai donc 2 questions, Monsieur le ministre. Le rapport d'évaluation prévu par la loi Elan sera-t-il transmis au Parlement avant le 26 mai, comme vous vous y êtes engagé ?
Et ensuite, le gouvernement compte-t-il inscrire à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée à l'initiative du député Iñaki Echaniz et du groupe socialiste pour pérenniser l'encadrement des loyers? Donc l'encadrement des loyers est Pour vous temporaire. répondre, la parole est au Et novembre, hein, donc ministre c'est bientôt de la que Ville ça et se du termine. Logement, Monsieur Jeanbrun. Oula, ah bah alors avec Merci, Monsieur Jeanbrun. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Accrochez-vous. sénateur Ferraud. Je vous remercie vivement pour votre question qui porte sur un sujet très suivi au Parlement et pour cause. L'expérimentation relative à l'encadrement des loyers arrivera à échéance, comme vous l'avez dit, au mois de novembre prochain. Dans cette perspective, le gouvernement a fait un choix clair, s'appuyer sur une évaluation indépendante, impartiale et objective, confiée aux économistes Gabriel Fac et Guillaume Chapelle. Cette évaluation doit permettre d'apprécier de manière précise les effets du dispositif sur les loyers, ses impacts sur l'offre et la demande, ses conséquences sur les comportements de l'ensemble des acteurs. C'est précisément l'objet du travail qui est en cours. Je veux souligner également un point important. Dans une évaluation scientifique et de qualité, les économistes nous ont d'ores et déjà fait part d'importantes difficultés dans l'accès des données fiables et transparentes pour réaliser leurs travaux d'évaluation. C'est pourquoi les travaux se sont prolongés. Sachez que vous pouvez compter sur mon engagement à vous transmettre dans son intégralité et en toute transparence ce rapport dès que les conclusions me seront rendues. Ainsi, c'est sur cette base et sur cette base seulement que nous prendrons notre décision de prolonger au non ou le dispositif d'expérimentation. Et c'est un choix de responsabilité fondé sur des données et une analyse objective et non Ça me plaît un vraiment pas sa réponse. idéologique. Je pense que c'est un sujet trop grave pour y mettre de l'idéologie. Nous devons effectivement être le plus objectif possible. Voilà, j'avais peur. Et d'ailleurs, nous veillerons tous ensemble, j'espère, bien fait d'avoir à répondre peur. à la crise du logement qui frappe trop de nos concitoyens. Je vous remercie. Donc le plafonnement des loyers, c'est de l'idéologie. On rappelle que lui, il est du camp de la responsabilité, Merci, du Monsieur coup, en le ministre, opposition. pour votre hein. réponse. Voilà. Nous attendons en effet le rapport promis depuis plusieurs mois. Nous attendons aussi de votre part et du gouvernement un engagement politique. Le problème, ça n'est pas comme certains le disent, l'encadrement des loyers. Le problème, c'est son non-respect, qui est massif, et son contournement par des dispositifs comme le bail civil ou le co-living. Le temps presse, comme je vous l'ai dit, nous attendons le rapport, mais surtout que la loi permette de pérenniser ce dispositif indispensable en termes de logement, en termes de pouvoir d'achat, en termes de préservation de la capacité des habitants à vivre dans leur ville. Et nous l'attendons évidemment avant le mois de novembre prochain. Je vous remercie. Eh ben, ça ferait un très beau cadeau d'anniversaire pour moi de voir la parole est à reconduction notre du collègue plafonnement des Michel loyers. Gréaume. Pour le groupe Vu que communiste c'est le mois de républicain novembre. citoyen écologiste Kanaki, vous avez la parole. Les Merci, Monsieur le communistes. Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public est devenue une tribune pour l'extrême droite marquée par des excès et un spectacle désolant au détriment du service public. Pendant ce temps, la concentration des médias et de la culture se poursuit. Des milliardaires prennent le contrôle de chaînes, de radios, de journaux. CNews, Europe 1, C8 ont diffusé depuis des années fausses informations et obsessions xénophobes, tandis que le Rassemblement national revendique la privatisation. Ce n'est pas une dérive, mais le fonctionnement assumé du capitalisme où celui qui possède impose et manipule. Les éditions Grasset le montrent, les travailleurs de l'information subissent l'emprise de Vincent Bolloré. Partout la même logique, contrôler les outils de production et les consciences. Les conséquences, le débat public se dégrade, le racisme se banalise, notamment sur CNews. L'audiovisuel public constitue un espace de résistance face à cette hégémonie capitaliste extrémisée prolongée par les plateformes et les GAFAM. Madame la ministre, allez-vous continuer à livrer l'information, la culture et les esprits à la prédation du capital ou allez-vous enfin garantir un audiovisuel public fort capable de résister aux puissances d'argent et à l'extrême droite? Merci. Très intéressante comme La question. parole est à la ministre déléguée porte-parole du gouvernement. Et la réponse va être catastrophique. Accrochez-vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais tâcher d'être un peu plus courte cette fois-ci. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, j'ai déjà répondu en partie lors de la question précédente sur la ligne qui était celle du gouvernement et je pense que ça va dans le sens, je le crois en tout cas, de pouvoir vous rassurer à l'heure où incontestablement une partie de l'extrême droite ou tout du moins de ses alliés ont tenté de préparer les esprits à la destruction méthodique de l'audiovisuel public, puisque c'est Pas besoin de préparer, vous faites ça depuis 9 ans maintenant. Notamment en termes budgétaires, nous avons eu une position qui, je crois, était claire, ou en tout cas la mienne l'a toujours été. Nous avons besoin et nous défendrons un audiovisuel public fort, ce qui n'empêche pas de questionner
la structure telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Il y a probablement un certain nombre de tenants et aboutissants à mettre en question. Il y a probablement beaucoup à travailler. Moi, je voudrais d'ailleurs saluer ce qui a été fait en partie dans cette commission, parce qu'on a vu les auditions qui ont fait le buzz et qui étaient des auditions de show. Mais à côté de ça, il y a eu en tout et pour tout 200 heures de travail mené parlementaire. Je voudrais saluer notamment le président de la commission. Oui, malgré les chasses gardées de l'extrême droite, il y avait quand même du travail de qualité qui a été fait Quant à nous, par les autres groupes politiques. Nous avons eu, je crois, une parole constante. Le Premier ministre s'est exprimé sur le sujet, donc nous continuerons à œuvrer dans ce sens. Merci, Madame Gréaume. Madame la ministre, votre gouvernement a fragilisé l'audiovisuel public, suppression de la redevance, projet de restructuration, incertitude budgétaire. France Inter et France TV sont fortement appréciés par les Français. Ce succès traduit une exigence populaire de pluralisme, d'indépendance et de qualité. Le rapport propose des mesures dangereuses. 1 milliard d'euros de coupe, dont un tiers du budget sport, alors que les Français aiment les grands événements qui font rayonner notre pays. Diluer France 24 mais il faut que ce soit dans le privé alors que maintenant. c'est notre voix dans le monde en pleine crise géopolitique. C'est une erreur. Et cerise sur le gâteau, l'Élysée nommerait les dirigeants, le service public perdrait son indépendance. Le service public de l'audiovisuel, c'est la fraternité. L'améliorer, nous y sommes prêts. Le démanteler, jamais. Alors, Madame la ministre, protégez-le. Merci. Oui, mais c'est con de demander à quelqu'un qui détruit quelque chose de le protéger. Pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Loïc Hervé, les centristes, de François Bayrou. Monsieur le ministre du Travail et des Solidarités, voici des années que nous menons dans cet hémicycle un combat pour que les règles européennes d'indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers soient modifiées. En effet, selon le droit européen en vigueur, un Français qui perd son emploi dans un État membre de l'espace économique européen ou en Suisse est principalement indemnisé par l'UNEDIC. Ce système pèse aujourd'hui très lourdement sur les comptes de l'assurance chômage pour près d'1 milliard d'euros par an. J'entends encore ceux qui pensaient que nous n'y arriverons jamais, ou ceux qui ont essayé de trouver toutes les bonnes raisons de ne rien faire. Vous n'appartenez à aucune de ces deux catégories, monsieur le ministre, et je veux vous rendre ici un hommage appuyé. Vous avez compris que le déficit pour nos comptes sociaux n'était plus acceptable. Vous avez décidé de porter ce combat au niveau européen et vous avez obtenu à Chypre un accord très large avec nos partenaires européens pour revenir à un principe assurantiel simple. Le pays de cotisation doit être le pays qui verse les indemnités chômage. Avec mes collègues du groupe Union centriste mobilisés sur ce sujet, comme le président Longeot ou Annick Jacquemet, ainsi que nos collègues des départements frontaliers, je voudrais vous interroger sur le calendrier de modification du règlement dit 883. Vous le savez, cette modification concerne bien sûr les États membres de l'Union européenne, mais également la Suisse. À cet égard, pouvez-vous nous préciser quel sera l'agenda spécifique de cette réforme dans un moment où les sujets bilatéraux sont, dirons-nous, nombreux? Merci beaucoup. Ah non, 883, c'est la Suisse. Oui, 377, c'est les autres membres de l'Union européenne. Solidarité, Jean-Pierre Farandou. Monsieur le Président du Sénat, oui, c'est technique, Monsieur le rapporteur, je sais que vous suivez. On pourra en reparler en post-live après si vous souhaitez. J'en avais déjà un peu parlé, mais voilà, si vous n'avez pas suivi, je pourrais vous expliquer à nouveau. C'est un univers compliqué européen, avec un vote favorable du Conseil, 21 voix pour sur 27 en termes d'États membres. Il n'y en avait que 14 qui étaient mobilisés il y a encore quelques mois, donc le travail de ces dernières semaines a payé. Et ce matin encore, un vote au niveau du Parlement, de la commission du Parlement, où là nous avons aussi un très beau vote, je crois 45 voix favorables. Donc franchement, ce coup-ci, on a une bonne chance d'y arriver. Il ne reste plus maintenant que le vote au Parlement européen. Nous travaillons déjà avec les groupes. C'est-à-dire, si vous pouvez aider, ne vous gênez pas par rapport à vos collègues députés européens. Nous sommes en bon chemin pour enfin corriger cette anomalie flagrante. Effectivement, la France a été très pénalisée puisque nous avons beaucoup de salariés transfrontaliers vers la Suisse d'un côté, vers le Luxembourg de l'autre. Et l'enjeu est considérable. Vous l'avez dit, c'est presque 1 milliard d'euros que nous pourrons récupérer pour les caisses de l'assurance chômage. Donc c'est un enjeu considérable. Je veux d'ailleurs remercier tous les parlementaires qui se sont mobilisés, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. C'est un effort collectif. Souligner aussi le concours, bien sûr, de Benjamin Haddad au niveau du ministère de l'Europe et aussi du secrétaire général aux affaires européennes. Nous avons su agir ensemble, agir en équipe et obtenir, je pense, ce très beau résultat. En matière de planning, il nous reste quand même encore le vote au Parlement. Restons prudents, même si déjà nous sommes mobilisés. J'ai eu moi-même déjà des contacts avec plusieurs députés européens français dans leurs groupes respectifs pour converger et arracher cette victoire. Ensuite,
Ensuite, il y aura un temps de la discussion, de la négociation. Les temps sont un peu longs et nous mettrons la pression, je mettrai la pression en bilatéral, aussi bien auprès du Luxembourg, avec qui nous avons un accord spécifique, qu'avec les Suisses. Les Suisses, il y aura une double pression en tenaille, d'une part de l'Union européenne d'un côté et de votre modeste serviteur de l'autre. Et ça prendra quelques temps, parce que les temps européens sont longs, mais nous allons y arriver définitivement. Et dans quelques mois ou quelques années, nous aurons vraiment 1 milliard de plus dans nos comptes et c'est un succès considérable. Tout ça pour dire aussi, je veux le souligner, qu'il y a de la démocratie sociale qui va avec, puisque tout le patronat européen était d'accord avec nous et tous les syndicats étaient européens avec nous. Vous savez que c'est ma thèse, que la démocratie sociale, quand elle s'additionne à la démocratie parlementaire, peut nous permettre d'obtenir de beaux succès. Merci beaucoup. Président Hervé. Mais il m'a volé ma phrase. Je voulais dire justement que le temps européen Monsieur était le très Président, long. Monsieur le Ministre, la démocratie sociale, oui, la démocratie européenne aussi. Nous discutions de ce sujet avec nos amis italiens tout à l'heure. Et donc, on voit que les planètes s'alignent. C'est une bonne nouvelle. Le vote au Parlement européen, le vote définitif, vous pouvez compter sur la mobilisation d'un certain nombre de sénateurs pour mobiliser les députés européens. Je comprends qu'il faut encore enfoncer le clou. Et évidemment, vous pourrez compter sur nous. Et venez voir dans le bassin de vie transfrontalier combien ces questions sont difficiles, mais aussi sont des questions et des opportunités pour la France. Et c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue Jacques Fernic pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Ah, les écologistes maintenant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Transition écologique, qui veut la peau de l'ADEME? Pourquoi, alors que le Premier ministre sonne la marche forcée pour l'électrification, pourquoi faudrait-il réduire nos capacités d'accompagnement pour que nos entreprises et nos collectivités puissent la mener à bien? On savait à quel point l'Agence de l'environnement était dans le viseur d'extrémistes hostiles à toute transition écologique. Mais qui aurait pu penser que le gouvernement abonderait à cette offensive en s'apprêtant à transférer les effectifs de l'ADEME en région vers l'administration préfectorale? Face à la consternation parmi les agents de l'ADEME, parmi les entreprises, les élus qui bénéficient de leurs services, vous invoquez une prétendue nécessité de clarification et de renforcement. Mais quelle clarification, Monsieur le Ministre? Car enfin, qui sera le patron des salariés de droit privé de l'agence? Le président de l'ADEME ou le préfet? Les deux à la fois? C'est plutôt la confusion qui s'annonce. Et d'autant plus que DREAL et ADEME, ce n'est pas le même métier. L'un, c'est le normatif, l'autre, l'accompagnement de projets. Confusion encore. Et puis, quel renforcement? Car enfin, à quelle faiblesse faudrait-il remédier alors qu'avec l'ADEME, l'efficacité carbone à l'euro investi s'avère remarquable? Il est très éhef. Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas, nous dit Sylvain Wasserman. L'inspection des finances ne préconise aucunement une telle modification structurelle de l'ADEME dans son rapport récent. Monsieur le ministre, la décarbonation, l'électrification, la souveraineté industrielle par l'économie circulaire, c'est trop sérieux pour être ainsi compromis. Ah, il est bien remonté. Effectivement, j'ai lu un article là-dessus qui disait à quel point ça allait créer un effet boule de neige là-dessus sur l'ADEME. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fernic, alors je ne sais pas quelle réforme vous décrivez, Monsieur le sénateur, mais en tout cas, ce n'est pas celle du gouvernement. Et vous me permettrez de réaffirmer l'attachement du gouvernement à l'ADEME et à ses salariés. Quel est l'objectif de la réforme qui figure dans le projet de loi qui est porté par la ministre Gatel? L'objectif, monsieur le sénateur, c'est pas soutenu par le gouvernement, mais c'est déposé par la ministre Gatel. De l'État, les DREAL et les délégations régionales. Vous voyez, les macronistes, ils vous mentent du soir au matin. Quoi de plus logique qu'un établissement public puisse travailler en bonne intelligence avec les services déconcentrés de l'État? Quoi de plus logique, monsieur le sénateur, que nous puissions simplifier, éviter les doublons, éviter les coûts de coordination entre les services déconcentrés de l'État et les services régionaux de l'ADEME? Quoi de plus logique, monsieur le sénateur, que nous puissions assurer une meilleure lisibilité de l'action de l'État dans les territoires, et évidemment, oui, en supprimant l'ADEME, on gagne du temps. Hein, bah oui. De l'intégrité et de l'identité de cet opérateur. Et je le dis également au plan social, monsieur le sénateur, pour vous rassurer s'il en était besoin, évidemment, avec cette réforme, les agents de l'ADEME continueront à rester des salariés de l'ADEME, mesdames et messieurs les sénateurs. Mais dans le fond, quand vous mais c'est pas ça la question, mais il est... Oh putain, il m'énerve. Mathieu, tu m'énerves. Serait un opérateur indépendant qui ne serait pas sous le contrôle du Parlement. Ça n'est pas le cas, monsieur le sénateur. L'ADEME, c'est un établissement public
de l'État et un établissement public de l'État doit travailler en bonne intelligence, en synergie avec l'État. J'ajoute, monsieur le sénateur, que le dialogue social va se poursuivre avec la ministre Monique Barbu. Et je veux vous dire également, monsieur le sénateur, bien entendu, que c'est un projet de loi qui sera soumis à votre examen. Le Parlement en débattra, le Parlement amendera et le Parlement votera, monsieur le sénateur. Ouais, j'ai un doute là-dessus. Oui, rapidement, monsieur le ministre, j'entends vos tentatives de justification, d'atténuation, d'essayer d'y mettre de la logique. Moi, je vous enjoins à prendre toute la mesure des risques. Ne sabordez pas ce qui marche. Non, mais oui, mais c'est prévu. La parole le sait. est maintenant C'est pour notre ça qu'ils le collègue font. Rémi Pointereau Ils sabordent pour le parce que groupe ça Les marche. Républicains. Vous avez la Le parole. retour des Républicains maintenant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, j'étais à vos côtés lors de votre déplacement dans le Cher ce week-end pour constater les conséquences du Teknival illégal qui s'est tenu sur un site militaire sensible de notre département qui a réuni plus de 20 000 personnes. Je veux d'abord saluer l'engagement exemplaire des services de l'État, des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, des personnels de santé ainsi que de l'ensemble des élus locaux, mobilisés depuis plusieurs jours dans des conditions particulièrement difficiles et sans vouloir accabler quiconque. Une question de fond demeure. Comment un tel rassemblement peut-il encore s'installer illégalement de cette manière sur un site aussi sensible en dépit des dispositifs de prévention et de surveillance existants? D'aucuns diront qu'il ne s'agit que d'une fête, qu'ils ne font de mal à personne et qu'il conviendrait de les laisser tranquilles. Exactement. Or, la réalité est tout autre. Ce sont 87 personnes prises en charge par les secours, dont 4 en urgence absolue. Ce sont 58 professionnels de santé mobilisés dans un département déjà frappé par la désertification médicale. Faut pas lui parler du carnaval étudiant de Caen, il va faire une syncope. Hein. Empêchant les collégiens de rejoindre leur établissement. Et surtout, ce sont des armes saisies, des stupéfiants, des dégradations importantes et la découverte d'engins explosifs sur un terrain militaire. Cette situation démontre qu'au-delà de l'ordre public, ces rassemblements font peser sur nos territoires ruraux une pression considérable sur les services publics, sur les forces de secours et sur les finances des collectivités locales. Monsieur le ministre, quelles évolutions de moyens ou de cadre juridique le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour empêcher plus efficacement l'installation de tels rassemblements illégaux? Et quelles garanties pouvez-vous apporter aux communes concernées, aux agriculteurs, quant à la prise en charge des coûts et des dégradations qu'elles devront assumer? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Rémi Pointereau, d'abord, merci d'avoir été à mes côtés dans cette visite dans ce département du Cher que je connais bien et dans un secteur que je connais encore plus particulièrement, celui où s'est déroulée cette rêve partie. J'ai constaté, je ne peux que partager le constat que vous faites, nous l'avons constaté ensemble, sur le fait que ce rassemblement musical illégal était tout sauf une fête. Il y a eu énormément de dégradations, énormément de dommages qui ont été causés, notamment aux agriculteurs. Je m'associe évidemment et je remercie aussi le préfet du département, l'ensemble des forces mobilisées, le commandant de groupement, le directeur par intérim du SDIS, l'ensemble des forces de sécurité civile qui ont rapidement mis en place un dispositif de sécurisation autour du site. Comme je l'ai demandé, il y a eu des contrôles systématiques en sortie, il y a des milliers de verbalisations. Le parquet a saisi la section de recherche de gendarmerie, il y a des investigations en cours et les organisateurs de ce rassemblement seront retrouvés, seront confondus et seront évidemment poursuivis en justice. Et comme vous le savez, j'ai demandé qu'on saisisse le matériel, ça a été compliqué. La nuit précédente, pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant a été très compliquée. Il y a eu 6 gendarmes qui ont été blessés, je vais avoir une pensée pour eux, puisque nous avons saisi la quasi-totalité du matériel. 700 mètres cubes de matériel ont été saisis. C'est complètement inédit, ça n'était jamais arrivé. Ça, c'est ce qui s'est passé. L'avenir, monsieur le sénateur, pour répondre très directement à votre question, je crois que le Sénat va bientôt être saisi du projet de loi riposte. J'étais hier devant la commission des lois pour le présenter. Nous avons prévu de durcir significativement les sanctions pénales, significativement, et notamment de prévoir un délit pour l'organisateur, là où ça n'est actuellement qu'une contravention, et ce sera également un délit pour les participants. On ne peut pas rester 3 ou 4 jours sur un terrain militaire comme ça a été fait à Cornus,
dans le département du Cher, 3 ou 4 jours d'affilée, et se voir sanctionner uniquement d'une contravention à 135 € comme une infraction routière. Ça n'est pas possible, et donc nous allons proposer d'en faire un délit pour être encore plus répressif. Évidemment, la situation des agriculteurs que nous avons rencontrés sera examinée avec attention, notamment quant aux dommages qu'ils ont eu à subir. Bon, prévisible en termes de réponse. La parole est à notre collègue Paulette Matré pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et je dois filer, donc je vous retrouve d'ici quelques instants. Allez, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Ministre, en lien avec mon collègue Jean-Marc Wessous-Fort, sénateur du Lot, je souhaite vous interpeller sur la formation des élus locaux. Alors que 40% des maires ont nouvellement pris leurs fonctions il y a quelques mois, cette thématique ne peut être ignorée afin que nos élus locaux puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Le droit à la formation des élus constitue un pilier essentiel du statut de l'élu local. Pourtant, dans les faits, il reste largement sous-utilisé et doit être renforcé. 2 dispositifs existent. D'une part, le droit à la formation financé par les collectivités. Or, près de 60% des communes ne délibèrent pas sur ce sujet, malgré son caractère obligatoire. D'autre part, le droit individuel à la formation des élus, le DIF, qui devrait permettre un accès direct et autonome à la formation. Ainsi, je souhaite porter ici la voix de nos élus et de nos AMF départementales qui dénoncent trop régulièrement les difficultés rencontrées avec la Caisse des dépôts, plateforme complexe, bugs répétés, procédures lourdes, absence de réactivité des services. Bonjour et à surtout, Sanglier manque de Bourguignon moyens qui nous humains rejoint. pour accompagner les élus. Ces obstacles sont tels que de nombreux élus renoncent purement et simplement à se former. Dans un contexte où les élus locaux sont de plus en plus sollicités et confrontés à des responsabilités complexes, cette situation n'est pas acceptable. Madame la ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour garantir l'effectivité du droit à la formation dans toutes les communes, simplifier l'accès au DIF et mettre enfin les Droit moyens individuel à la formation. notamment humains, au sein de la Caisse des dépôts pour assurer un service efficace aux élus locaux. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation, Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Matré, merci beaucoup pour votre question qui est importante et qui a fait l'objet de l'expression d'une préoccupation forte au Sénat dans le cadre du statut. Ah oui, c'est normal. Hein, le Sénat, c'est la chambre des territoires, la chambre des élus locaux qui votent pour eux. On a sans doute donc forcément, hein, on s'enquiert de la formation des élus locaux. Il nous faut faire une mise à jour du fichier des élus. Et vous avez c'est pas évident il y a 40% de nouveaux J'en ai maires, connu 30% de nouveaux élus locaux. Donc on est sur une mise à jour avec une difficulté temporaire, mais on y veille et on va rattraper. Et enfin, il y a l'identification numérique qui est, je l'avoue, un peu compliquée et sportive. On a eu l'occasion de s'en expliquer avec la Caisse des dépôts et consignations et nous sommes en train de procéder au démarrage d'une évaluation de la loi sur la formation professionnelle qui avait été intégrée en 2019 dans la loi 3DS. Et pour faire ceci, je compte m'appuyer naturellement sur votre expérience et les remontées des élus locaux, mais aussi sur le rapport qui vient d'être fait par la délégation aux collectivités de l'Assemblée nationale sur la formation des élus. Donc je vous donne rendez-vous pour y travailler, pour améliorer les choses. Je vous remercie, Madame la sénatrice. Ah, c'est tout? Juste ton travail? Merci. Ok, d'accord. La parole est à notre collègue Étienne Blanc pour le groupe Les Républicains. Je suis un peu déçu par la réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, les négociations et les échanges entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie se poursuivent pour mettre un terme à ce conflit né de la guerre du Haut-Karabakh. Mais alors que ces échanges sont en cours, la communauté ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Que l'Azerbaïdjan procède à des destructions importantes d'un patrimoine culturel et cultuel ancestral dans le Haut-Karabakh. Cela concerne cathédrales, églises, cimetières et bâtiments divers.
En même temps, la communauté internationale observe que les 19 Arméniens du Haut-Karabakh, aujourd'hui détenus à Bakou pour avoir subi un procès parce qu'ils étaient responsables politiques, parce qu'ils étaient parlementaires, ils ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes. Aujourd'hui, ils sont toujours détenus et leur libération tarde. En tout cas, on ne voit pas de perspective à moyen et à court terme. Alors, Monsieur le ministre, ma question est assez simple. Quelle est la ligne diplomatique de la France? Quelle stratégie adopte aujourd'hui notre pays pour protéger ce patrimoine qui est protégé par l'UNESCO, qui le considère comme un patrimoine de l'humanité et un patrimoine particulièrement sensible? Que fait le gouvernement et que fait la France pour protéger ce patrimoine multiséculaire? Et puis, deuxième question, quels sont les efforts que vous développez et que vous prodiguez pour qu'enfin soient élargis ces prisonniers détenus dans des conditions inhumaines, paraît-il extrêmement compliquées et extrêmement lourdes, dont les familles et dont toute l'Arménie attend la libération? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Coucou, M. Jean-Noël Barrot. Merci à toi d'être présent, Lurk. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Étienne Blanc. D'abord, permettez-moi de saluer votre engagement à la fois au sein du groupe international d'études consacré au Haut-Karabakh, mais également, puisque vous évoquez la question du patrimoine chrétien, au sein du groupe de liaison des chrétiens d'Orient du Sénat de la République. Sur ce premier sujet, nous sommes très engagés, comme vous le savez, pour la défense des intérêts des chrétiens en Orient, chaque fois que leur liberté de culte ou leur patrimoine est menacé. Tout le monde en Orient, en fait, en principe de la laïcité. Vous soulevez la question du Haut-Karabakh. Au moment de la guerre en 2020, le président de la République a appelé à un cessez-le-feu patrimonial ou mémoriel. Et que nous avons soutenu dès le départ cette mission d'observation lancée par l'UNESCO, qui malheureusement est bloquée depuis 2020 et dont nous demandons l'activation, et que nous suivons la procédure devant la Cour internationale de justice. Plus récemment, et face aux signalements concordants qui font état de la disparition ou de la dégradation des sites du patrimoine chrétien, l'église Saint-Jean-Baptiste de Chouchi, la cathédrale Sainte-Mère de Dieu, parmi d'autres, plus de 44 sites seraient concernés depuis 2021. Ok, ça Nous dégage. avons soutenu l'œuvre d'Orient qui, avec la fondation Alif, dont nous fêtons les 10 ans cette année, ont lancé un premier effort de recensement du patrimoine chrétien et arménien au Haut-Karabakh. Puis, puisque vous m'interrogez sur l'Arménie plus généralement, je voudrais simplement m'arrêter quelques instants sur la visite du président de la République sur place ces 2 derniers jours, qui a été particulièrement remarquable. Souvenons-nous qu'il y a 8 ans, l'Arménie était sous l'emprise de la Russie. Non, puis vous l'avez vu dans les commentaires, hein, la laïcité, ça en arrange certains et pas d'autres. A été endiguée, de nouvelles alliances ont été créées et un pas vers l'Europe a été franchi. Et ces 2 derniers jours, c'est la communauté politique européenne qui s'est retrouvée sur place. C'est pour la première fois un sommet entre l'Union européenne et l'Arménie. Et puis ce sont des coopérations nouvelles entre la France et l'Arménie, dans la lignée de ce que le Premier ministre, alors ministre des Armées, avait conclu à l'hiver 2024 sur place en matière de défense. C'est donc un pas gigantesque de franchi de l'Arménie vers l'Europe et dont nous vous félicitons. Oh bah ça reprenait la rhétorique zémourienne, donc la parole ça n'a est pas à cette notre place sur collègue cette Stéphane chaîne. Demilly pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Bonjour. Ce week-end dans le Cher, notre collègue Rémy Pointreau l'a rappelé tout à l'heure, une rave-party illégale a rassemblé entre 20 000 et 30 000 teufeurs sur un terrain militaire, et ce, au mépris total des règles les plus élémentaires de sécurité. Le bilan est lourd, il a été rappelé, une trentaine de blessés, dont 4 en urgence absolue, en lien avec la consommation de stupéfiants, des centaines d'infractions, des centaines de verbalisations. Les forces de l'ordre et les démineurs de la DGA ont même dû intervenir après la découverte de 2 obus sur les lieux. Ce qui s'est passé dans ce petit village de 220 Qui est teufeur dans le chat? n'est pas nouveau. En 2023, pour une manifestation Allez les teufeurs, mobilisez-vous. et en 2025, pour un rassemblement similaire dans le Lot, j'avais déjà alerté le gouvernement sur l'image délétère que renvoie à l'opinion publique notre incapacité à empêcher ce genre de free-party pourtant interdite. En 2025, on m'a dit qu'il y en avait eu plus de 330. Nous assistons depuis quelques années à une sorte de banalisation de l'illégalité de masse,
avec des risques sanitaires, des risques sécuritaires et des risques environnementaux majeurs. Et ce, sans compter bien sûr le coût financier pour la puissance publique qui, résignée, est contrainte d'encadrer ces soirées qu'elle a pourtant interdites. Monsieur le ministre, le projet de loi Riposte qui arrive au Sénat dans quelques jours prévoit, vous l'avez rappelé tout à l'heure en réponse à notre collègue, de durcir les sanctions avec 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour les organisateurs d'une rave-party non déclarée et la création d'un délit de participation. C'est bien, et à l'évidence, nous soutiendrons bien sûr ce texte, mais mon interrogation porte non pas sur la gestion dissuasive et curative de ces délits, mais bel et bien sur notre défaillance préventive. Certes, ces soirées s'organisent via des messageries ou des réseaux cryptés, mais tout le monde le sait quelques jours à l'avance. Une riposte est une réponse à une transgression qui gère le problème et on sanctionne après coup. Moi, je voudrais vous entendre, monsieur le ministre, sur l'amont. Qu'envisagez-vous pour que, en amont, ces rassemblements illégaux ne puissent tout simplement pas se tenir et que l'état de droit soit à minima respecté? Et le temps de parole, il est respecté? Ministre de l'Intérieur, monsieur Laurent Nunez. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, les chiffres des rassemblements musicaux illégaux que vous donnez sont exacts. C'est 337. En moyenne, c'est 300 personnes. 4% seulement dépassent les 1000 participants. Mais c'est toujours de trop et c'est toujours beaucoup de nuisances. Mais il ne faut pas leur présenter le carnaval étudiant de Caen. Ils vont tous faire des syncopes. Les rassemblements musicaux illégaux sont empêchés. Quand il y a un faible nombre, on arrive à les empêcher. Quand le nombre est important, plusieurs milliers, citez-moi un seul cas où la puissance publique a pu empêcher les personnes qui arrivent de plusieurs points du territoire national, qui se coordonnent sur des messageries, des échanges qui sont cryptés, chiffrés, et qui, au dernier moment, décident de fondre sur un point. Pour le village de Cornus, que vous citez, ça s'est passé quelques heures seulement avant. C'est très difficile à prévoir. N'importe lequel d'entre nous qui dirait l'inverse se tromperait. C'est très difficile à prévoir. En revanche, sur des rassemblements de plus faible importance, oui, nous les dissuadons. Dans le même moment, il y en avait un dans le Var, 150 personnes. Le préfet a pu, avec les forces de gendarmerie, y mettre un terme. Alors que pouvons-nous faire? Il y a le volet dissuasif, je n'y reviens pas, vous l'avez cité, c'est important. Je pense que la dissuasion, c'est important. Maintenant, après, en prévention, attention, nous ne sommes pas sur des groupes d'ultra-gauche, d'ultra-droite, sur des groupes qui sont dans la radicalisation violente. Nous n'avons pas de moyens de renseignement pour suivre ces groupes de manière différente. Sans doute, quand on voit l'action qui s'est déroulée à Cornus, sur un terrain militaire, que nous connaissons bien avec monsieur le sénateur Rémy Pointreau, on ne traverse pas ce terrain comme on l'entend. Même en voiture, on traverse quand c'est ouvert, on n'a pas le droit de s'arrêter, pas le droit de prendre de photos. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé sur ce site-là, terrain militaire, où donc les personnes sont rentrées de vive force. Quand on regarde les messages de revendication qui ont été les leurs, qui étaient clairement antimilitaristes, antimilitaires, on fait la guerre à la guerre, qui ciblait aussi accessoirement le ministre de l'Intérieur parce qu'il est né à Bourges, on voit bien qu'il y avait une revendication politique, une intrusion sur un terrain militaire. Je pense qu'effectivement, ça interroge pour savoir si, en termes de prévention et de rehaussement de notre niveau de protection, il ne faut pas aller un peu plus loin dans la façon dont nous suivons, parce que les services de renseignement les suivent, mais pas forcément avec des techniques intrusives, parce qu'on n'est pas dans la radicalisation violente. Mais ce qui s'est passé à Cornus doit nous amener à réfléchir, je vous le concède. Merci. La parole est à notre collègue Agnès Evren. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, la France fêtera officiellement les 400 ans du Muséum national d'histoire naturelle, Agnès un grand Evren. établissement de la recherche française dont vous avez la co-tutelle. Le mois dernier, son président a tiré la sonnette d'alarme. Le 4e musée le plus visité de France est dans un état de délabrement absolu. Dans ces galeries, des ossements fossilisés, vieux de millions d'années, explosent sous l'effet de l'humidité et de la chaleur. Quoi? La galerie de la paléontologie, qui accueillait 400 000 visiteurs par an, a dû fermer. Genre Macron explosion? Les herbiers centenaires sont dévorés par la moisissure. À cela s'ajoute l'état très indigne des locaux. Des chercheurs travaillent dans des algécos à 48 degrés l'été. La maire du 5e, ma collègue Florence Berthoud, n'a cessé d'alerter les pouvoirs publics depuis 10 ans. Et ce délabrement a des conséquences, hélas, directes sur la sécurité. En septembre dernier, 6 kilos d'or ont été volés de nuit dans une galerie impossible à sécuriser, faute d'installation aux normes. Cela fait écho, évidemment, au scandale du Louvre. Un mouvement social a débuté en janvier pour dénoncer cette situation. Alors, Monsieur le ministre, le patrimoine n'est pas une variable d'ajustement, c'est un devoir de transmission. Vos services ont reçu hier des représentants des personnels
Que leur avez-vous répondu et que comptez-vous faire pour débloquer un plan d'urgence nécessaire afin que ce temple de notre biodiversité ne finisse en poussière? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Monsieur Philippe Baptiste. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la sénatrice Agnès Evren, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour cette question qui permet de rappeler effectivement que le Muséum est une immense institution qui va fêter ses 400 ans, institution à la fois muséale mais aussi institution de recherche qui rayonne pour ses activités de recherche dans le domaine de la biodiversité, qui est absolument un joyau scientifique français. S'agissant des visiteurs, 3,6 millions de visiteurs en 2025, un record quasi absolu de fréquentation. Concernant la situation bâtimentaire du Muséum, je voudrais bâtimentaire rappeler que le Muséum, ce n'est pas simplement bâtimentaire, mais c'est immobilière. 3 sites qui Philippe, représentent une surface de bâtimentaire, 7 millions de mètres carrés. Et comme vous le précisez, je ne vais pas le cacher, ce patrimoine immobilier est dans un état de vétusté avéré. Les besoins de rénovation sont considérables et sont chiffrés à environ 1 milliard d'euros. C'est considérable, notamment dans le contexte budgétaire que nous connaissons et auquel je sais, Madame la sénatrice, que vous êtes attentive. Considérable aussi car nous avons au moins un autre site qui nécessite des travaux de cet ordre-là. Je pense en particulier à la Cité des Sciences. Donc tout cela nécessitera à un moment ou un autre un grand plan de rénovation qui dépasse largement les capacités financières simplement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La situation du MNHN est suivie avec la plus grande attention et nous avons reçu effectivement il y a quelques jours les organisations syndicales du Muséum qui avaient aussi un certain nombre de questions sur leur rémunération et leurs options indemnitaires sur lesquelles nous travaillons avec eux étroitement. Je vous remercie, Madame la sénatrice. Bâtimentaire, je m'en remets pas. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Je rappelle tout de même que 74% du bâti est dans un état totalement critique et les travaux qui devaient être réalisés en 2025 ont été annulés. Je le redis, ça, par contre, patrimoine, c'est notre héritage, c'est ce qui nous rassemble tous dans notre histoire commune. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Luc Fichet pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Oh, t'attends là, j'ai pas lancé le chrono. Depuis plusieurs semaines, nos concitoyens constatent la multiplication de faits inacceptables lors de certains banquets du canon français. Propos racistes, appels à la violence, gestes rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Ces faits ne sont plus contestables. Ils relèvent d'une stratégie idéologique structurée dont il n'est plus à démontrer qu'elle s'appuie sur des financements liés à Odyssée Impact, fonds de Pierre-Édouard Stérin, au service de son projet Périclès. Il est tout aussi établi que sous couvert de convivialité, ces événements organisent des rassemblements d'extrême droite où propos et gestes tombent sous le coup de la loi en cherchant à duper élus locaux et participants de bonne foi, comme l'a montré le repas du canon français à Caen. À Quimper, Madame la maire Isabelle Assy a pris ses responsabilités en refusant d'accueillir un tel banquet. Elle fait face à un déferlement de haine, insultes, propos racistes, menaces, notamment sur les réseaux sociaux. Monsieur le Premier ministre, ouais, je confirme, ce qui s'est passé à Caen, c'était terrible. C'est la République qui est en jeu. Ma question est claire. Comment le gouvernement entend-il protéger et soutenir concrètement les maires confrontés à ces menaces? Et au-delà, demanderez-vous au préfet d'interdire ces rassemblements et prendrez-vous vos responsabilités face à ceux qui les organisent ou les financent? La République ne peut tolérer ni la haine ni l'intimidation de ses élus. Je vous remercie. Parfait, très bonne question. Voilà, parce que ce qui s'est passé à Caen, c'était terrible. J'étais pas là et heureusement parce que sinon... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Donc, votre question englobe d'une manière plus générale la question des repas, des festivités qu'organise le canon français. C'est très clair. Je veux d'abord dire que ce qui s'est passé à Quimper, c'est absolument ignoble. La maire Est-ce qu'on peut avoir... Voilà. a demandé effectivement au parc des expositions de la ville
qu'une des manifestations de cette organisation n'ait pas lieu. Donc elle a été débranchée, j'ouvre les guillemets, cette manifestation. Et la maire a reçu des insultes sur les réseaux sociaux qui sont absolument abjectes. Ce sont des Normal, insultes c'est l'extrême racistes, droite. des propos ignobles. L'extrême droite sait faire que ça, insulter. Soutien, évidemment. Et si la justice, j'espère que la justice sera saisie. Et en tout cas, le préfet a assuré avec l'ensemble des services de police la protection de cet élu si la question devait se poser. La question des repas du canon français. Est-ce que les préfets peuvent l'interdire? Pour pouvoir interdire ce type de manifestation, il faut qu'il y ait des risques de troubles à l'ordre public. Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public quand il y a ce type de manifestation. Mais il est sérieux? Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public au sens où un préfet pourrait interdire ce rassemblement. Nous y sommes quand même vigilants parce qu'il y a aussi... Retourne dans les rues de Caen, là, pendant qu'il y avait le banquet du canon français, et dis-moi qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Les préfets tous les jours. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il est évident que ce qui vient de se passer à Quimper, les signalements qui nous remontent et que nous avons reçus en masse, que je reçois en masse comme ministre de l'Intérieur, que ma collègue Aurore Berger a reçu encore récemment. Des gens insultés, des gens intimidés, des gens menacés, des saluts nazis. Prudent, parce qu'on va évidemment regarder. Lui faut quoi, Laurent Nunez? Mais les propos, avec sérieux, pardon, mais les propos qui auraient été tenus par des participants à ces festivités dans les rues de Caen après ce dîner interpellent, ils interrogent, on nous rapporte effectivement toute une série mais il va rien faire qui avaient un caractère raciste, voire on va dire très à l'ultra-droite de la vie politique française. Donc on va évidemment... L'extrême droite, ça a un nom. Je ne veux pas juger sans avoir toutes les pièces de ce dossier. Putain. On va regarder ça évidemment de très très près. Il y a un certain nombre de signalements qui sont remontés. Mais ce que je peux vous dire, à date, les préfets ne peuvent pas interdire ces manifestations. Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. 2, ce qui s'est passé avec la maire de Quimper, c'est abject. Et 3, pour tous les signalements qui nous sont remontés de Caen, nous allons les regarder avec beaucoup d'attention, je puis vous l'assurer. Parce que si ces signalements sont exacts, les propos qui ont été tenus sur l'espace public et pour la ville de Caen, qui nous ont été remontés par de nombreux restaurateurs, sont absolument inacceptables et impliqueront une réaction du gouvernement s'il le faut. Bon, la prédiction est validée, mais je suis bien triste. Monsieur le ministre, pour votre réponse, mais bien évidemment, il s'agit de nouvelles organisations de banquets qui, sous prétexte de convivialité, organisent des choses quand même extrêmement nauséabondes et parfaitement orchestrées. Il ne faut pas oublier que le salut nazi est interdit. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des témoignages qui vont dans ce sens, comme quoi, lors de ce genre de manifestations, les propos nazis, les saluts nazistes, etc., prolifèrent. Donc, à mon avis, il faudra qu'à un moment donné, les préfets viennent en soutien des élus locaux. Je vous remercie. Ouais, parce que là, il n'y a, pas de soutien, en fait. Jean-Raymond Hugonet, pour le groupe Les Républicains. Donc tout va bien. On peut être fasciste. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire la fête. Vous pouvez être fasciste, mais pas faire la fête. Monsieur le ministre, la France a longtemps occupé une place de tout premier rang dans le domaine spatial grâce à une ambition nationale forte, portée notamment par le Centre national d'études spatiales, le CNES, créé par le général de Gaulle en 1961 et que vous connaissez parfaitement pour l'avoir dirigé. Notre pays a su être pionnier dans l'observation de la Terre, la météorologie spatiale, l'étude du climat et de nombreux programmes scientifiques reconnus dans le monde entier. Pourtant, plusieurs signaux suscitent aujourd'hui une réelle inquiétude au sein de la communauté scientifique. L'abandon envisagé du programme Komodo, pourtant identifié comme prioritaire, en est l'illustration la plus préoccupante. Cette mission devait répondre à des besoins scientifiques précis qu'aucun programme européen actuel ne couvre pleinement, notamment l'observation fine des orages intenses et des phénomènes météorologiques extrêmes. Au-delà d'un simple arbitrage budgétaire, c'est une question stratégique qui se pose. À force de renoncer à porter ses propres programmes et de transférer l'essentiel de ses ambitions au niveau européen, la France prend le risque d'une dilution progressive de son expertise, de sa visibilité et de sa capacité d'initiative. Bien sûr, la coopération européenne est indispensable et l'ESA constitue un cadre majeur de réussite collective. Mais coopérer ne doit pas signifier disparaître. Sans impulsion nationale forte, notre pays pourrait demain n'être plus qu'un contributeur financier parmi d'autres, là où il fut longtemps un moteur scientifique et technologique. Dans un contexte de compétition mondiale accrue face aux États-Unis, à la Chine ou encore à l'Inde, un tel effacement serait lourd de conséquences. Qui, par exemple, a entendu parler de la participation du CNES à la dernière mission Artemis, pourtant ô combien médiatisée. Aussi, Monsieur le ministre, même si j'ai bien conscience des impératifs budgétaires,
Quelle garantie le Gouvernement peut-il apporter quant au maintien d'une stratégie ambitieuse du CNES fondée sur des programmes nationaux visibles, innovants et souverains? Pour vous répondre, la parole est au ministre. Désolé, je suis toujours choqué de la réponse précédente. Là, je n'arrive pas à atterrir. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Hugonet, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je partage pleinement votre analyse. Il est absolument indispensable d'articuler une stratégie nationale avec des investissements scientifiques, technologiques et industriels qui sont autour de programmes nationaux, de programmes européens et de programmes internationaux de coopération. S'agissant spécifiquement du CNES, effectivement, il a lancé une révision de ses activités et tout ça, c'est bien normal, c'est la vie naturelle de l'organisme de vérifier que les programmes qui sont aujourd'hui sur la table sont bien faisables dans le contexte budgétaire contraint, évidemment, que nous connaissons. C'est normal, c'est sain. S'agissant du projet Komodo que vous mentionnez, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une contribution instrumentale française, c'est-à-dire un instrument, ou deux instruments, nous allons le voir, à une mission assez large d'observation de la Terre, qui est une mission qui s'appelle AOS, Atmosphere Observing System, de la NASA. Deux instruments, Komodo, qui mesurent de manière passive le rayonnement de la Terre et qui, au travers de la mesure de ce rayonnement, permettent de comprendre quels sont les déplacements, en particulier verticaux, des grandes masses d'air et en particulier des nuages, et donc avec un impact sur la météo qui est extrêmement important. Le problème, c'est que la NASA a annulé de manière unilatérale le programme AOS. Donc il faut évidemment reconfigurer, en particulier ça peut être avec nos partenaires japonais, mais il s'agit de reconfigurer aussi ces différents programmes. J'ai donc demandé au CNES de mener une réflexion stratégique sur les programmes d'observation de la Terre, qui doit arriver à échéance du sommet spatial qui aura lieu en septembre prochain au Grand Palais. Je voudrais vous rappeler mon attachement évidemment à la science, mais aussi évidemment aux activités technologiques et industrielles du CNES et de tous les opérateurs spatiaux français. Merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains. Et ce sera notre dernière question pour aujourd'hui. Je suis toujours choqué. Merci, Monsieur le Président. Ah la vache, j'arrive pas à m'en remettre. Je me fais le porte-parole de milliers de Hauts-Savoyards indignés, exaspérés, révoltés face à la multiplication des installations illicites de gens du voyage, et ce, en dépit de la disponibilité de multiples aires d'accueil sur notre territoire. Pas une semaine ne passe sans que des groupes sans foi ni loi entravent ainsi l'activité économique, l'exploitation agricole ou le bon fonctionnement des services publics. Le tout accompagné de dégradations, de violences, de branchements sauvages et dangereux. En dépit de la gravité de ces actes, la législation en vigueur instaure des conditions si lourdes qu'il faut souvent 3 semaines avant d'obtenir l'évacuation de ces campements, laissant derrière eux le même spectacle de désolation, de destruction et d'immondices. Cette impunité devient si intolérable que nos concitoyens n'hésitent pas à se faire justice eux-mêmes. Ce fut le cas dimanche dernier où une grave altercation entre agriculteurs et gens du voyage est survenue alors que ces derniers tentaient de s'installer sur un champ cultivé. Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre et des élus que je salue. La réglementation actuelle est totalement inadaptée à l'importance et la nature des flux auxquels nous sommes confrontés. La loi Besson montre chaque jour ses limites et ses déséquilibres, créant beaucoup d'obligations pour les collectivités locales et beaucoup de droits pour ses bénéficiaires. Cette gestion erratique des occupations illicites de gens du voyage est devenue le symbole de l'impuissance publique par excellence, l'impuissance de l'État à protéger ses citoyens et garantir leurs droits les plus fondamentaux. La proposition de loi récemment adoptée par le Sénat, que j'ai portée avec d'autres collègues, apporte des solutions pragmatiques pour lutter plus efficacement contre ces installations. Qu'attendez-vous pour l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ? Comment interpréter le fait que vous n'ayez pas déclaré l'urgence sur ce texte, laissant cette proposition de loi s'embourber dans une navette législative interminable ? Pourquoi n'avoir jamais répondu aux innombrables alertes et travaux législatifs que j'ai portés sur ce sujet avec d'autres depuis 8 ans ? Monsieur le ministre, je vous le dis avec gravité, cette hypocrisie et ce laxisme au plus haut sommet de l'État n'a que trop duré sur cette question. Il faut agir. Merci. La parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice,
Vous faites allusion effectivement à un département, la Haute-Savoie, qui est très très confronté avec ces difficultés d'implantation illicite de gens du voyage, avec parfois des gens du voyage qui sont semi-sédentaires. Donc, nous connaissons bien le problème. Je vous imagine bien que le problème que vous venez de citer à Saint-Pierre-en-Faucigny m'a été remonté comme ministre de l'Intérieur. Et je vous remercie d'avoir rappelé qu'il y a eu des incidents. Et moi, je veux aussi avoir une pensée pour le sous-préfet de Bonneville qui s'est rendu sur place, pour les gendarmes qui se sont interposés entre les gens du voyage et les agriculteurs, dont le terrain, évidemment, avait été indûment occupé, et qui se sont mobilisés sur le terrain pour éviter qu'il y ait des incidents. Et je veux les en remercier, au même titre que je remercie évidemment la préfète de Haute-Savoie qui se mobilise sur ce dossier pour pousser justement aussi à la réalisation des aires d'accueil des gens du voyage dans ce département où il y a un schéma où nous sommes encore loin d'être à l'objectif. Pour autant, ce que je veux vous dire, Madame la sénatrice, c'est que je crois comprendre que la réaction des services de l'État a été immédiate, que la préfète a adressé une mise en demeure d'avoir acquitté les lieux, alors même que la commune en question n'était pas complètement aux normes au titre du schéma départemental. Elle a pour autant tout de suite adressé une mise en demeure et elle a montré que l'État, loin d'être impuissant, savait être réactif. Alors il y a un texte de loi, effectivement, qui a été adopté. Il ne vous a pas échappé non plus que c'était avec l'avis favorable du gouvernement, texte de loi qui vient renforcer les sanctions pénales, renforcer les prérogatives des préfets en matière administrative, et puis on a même un amendement qui a été proposé par le gouvernement. Il y a même le son est bizarre, il y a un écho. Gouvernement, et qui permet de mettre en œuvre les dispositifs renforcés de la loi Besson, y compris quand les obligations n'ont qu'un commencement d'exécution, ce qui est quand même la volonté et la preuve de notre détermination à aboutir sur ce sujet. Alors effectivement, dans le projet de loi riposte, il n'y a rien sur les gens du voyage parce que notre dispositif, il est dans la proposition de loi dont vous avez parlé. Il nous remonte bien du terrain que c'est une difficulté et évidemment que notre but est d'aboutir sur ce texte de loi. Ne m'accusez pas d'être une autruche et de... Non, faut conclure. Notre but est bien d'aboutir sur ce texte. Sinon, le gouvernement n'aurait pas émis un avis favorable et proposé un amendement. Bien. Merci, mesdames et messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour la désignation des membres d'une commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux des moyens de lutter contre la cabanisation. La séance est suspendue. Eh ben, j'ai envie de dire à demain, Gérard, puisque nous, voilà, si la séance de questions au gouvernement se termine, on se retrouvera au Sénat demain de 10h à 16h pour suivre la niche écologiste des écologistes, voilà. Niche sénatoriale des écologistes, je vais y arriver, hein, voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu comme séance de questions au gouvernement. Je suis toujours sous le choc de la réponse de Laurent Nunez face au refus d'interdire les banquets du canon français. Sous le choc, mais en même temps, voilà, c'est Laurent Nunez, il est prévisible aussi là-dessus. Et c'est bien triste. Je m'attendais pour une fois à une réponse et on ne l'aura pas eu, donc c'est bien triste. Donc voilà, j'espère que vous aurez malgré tout apprécié cette VOD. YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir en utilisant ce que j'appelle votre super pouvoir de la gratuité. Vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter cette VOD pour donner votre avis, vous abonner, partager et booster cette vidéo si vous regardez sur téléphone pour pouvoir lui donner plus d'importance, que plus de monde puisse découvrir le contenu que je propose, qu'il soit politique, pédagogique ou vidéoludique. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et à demain pour une nouvelle VOD sans faute. À bientôt tout le monde.